7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Nous sommes à quelques heures du scrutin législatif et un nombre record de Français s'apprête à voter dimanche. 3 blocs émergent dans cette course électorale inattendue avec cette dissolution surprise. Le Rassemblement national, élu parti préféré des Français dans les urnes le 9 juin, suivi du Nouveau Front populaire et de ce qu'il reste de la majorité présidentielle. 2 petites semaines se sont écoulées depuis la dissolution. C'est l'heure de faire le point sur le terrain, les attentes et les projections avec notre invité Philippe Schreck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député sortant du Rassemblement national, vous êtes à nouveau candidat pour tenter de regagner votre circonscription, la 8e du Var. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout juste quelques heures avant la fin de cette campagne pour le premier tour. D'ailleurs, petite parenthèse, quel est le programme de la dernière journée d'un candidat aux législatives ? Pour être honnête, on écoule les derniers tracts. On vérifie que l'affiche ne soit pas détériorée. Et puis, on donne les dernières consignes qui sont celles de ne plus rien faire à partir de 20h ce soir, de bien se reposer samedi pour être sur le front dimanche. D'accord. Très bien. Alors, quels sont les candidats, Philippe Schreck, face à vous ? J'imagine que vous avez un adversaire du Nouveau Front populaire. Il y a peut-être des LR dissidents, des candidats de droite ? Oui, c'est ça. J'ai une adversaire du Nouveau Front populaire, un adversaire Renaissance, ce qui est bien entendu logique, un dissident LR, et enfin un adversaire Lutte ouvrière. Je n'ai pas d'adversaire Reconquête, qui n'a pas mis de candidat dans la 8e circonscription du Var, et qui, dès le premier tour, a appelé à voter pour ma candidature. D'accord, bon, c'est bien, il y a une forme d'union des droites malgré tout. Oui. La gauche est donc divisée, mais la droite n'est pas unie pour autant. Alors on a quand même un contre-exemple avec Reconquête qui finalement vous apporte son soutien. Il y a donc ce candidat LR dissident dont vous parliez, Franck Panizzi. Pour vous, c'est un danger, entre guillemets. Est-ce que ça risque pas de diviser les voix ? Non, je ne pense pas. Vous savez, aux européennes, LR uni dans ma circonscription a fait à peine plus de 5%. Donc je pense que LR désuni devrait faire un peu moins, même si je connais très très bien M. Panizzi, on se connaît très bien, c'est quelqu'un d'éminemment respectable au demeurant. Oui. Bon, très bien, c'est déjà ça. Au sujet de LR, toujours, vous avez suivi forcément tout ce qui s'est passé depuis l'annonce d'Éric Ciotti de rallier, de s'allier au Rassemblement national. Comment vous présagez l'avenir de ce parti qui est maintenant qui a implosé avec le départ d'Aurélien Pradier, d'un bureau politique dissident, et puis comment après législative vous voyez l'avenir de ce parti ? Si vous voulez, un parti politique, et tous les partis politiques, c'est un petit peu comme une étoile. Ça naît, ça a une apogée, puis ça se replie sur soi-même et ça meurt. Je pense que les LR, depuis plusieurs années, ont un problème de positionnement politique. Leurs adhérents, leurs électeurs sont très proches des thèmes du Rassemblement national. Plus ça allait, plus on voyait la porosité entre eux-mêmes et le Rassemblement national. Éric Ciotti a pris acte d'une situation de fait qui est devenue l'invisibilité de ce parti qui était coincé entre l'enclume et le marteau. L'enclume, c'était la majorité macroniste et le marteau, c'était les forces patriotes dont ils font partie et le Rassemblement national. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir celui dont on est le plus proche idéologiquement, celui dont on croit et dont on pense que la trajectoire est commune. C'est ce qu'a fait Éric Ciotti. Il l'a fait par réalisme et aussi, il faut le dire, par beaucoup de courage. Alors Éric Ciotti, justement, Jordan Bardella a annoncé hier qu'il obtiendrait une place au gouvernement. Est-ce qu'on peut déjà imaginer quelle serait sa place ? Alors, pas à mon niveau, je vous le dis. En tout cas, on peut émettre des hypothèses. Je suis pas dans le secret entre guillemets des dieux et des lieux. Ceci dit, c'est tout à fait logique que Éric Ciotti, qui est une composante de la majorité d'Union nationale à laquelle qui est notre ambition, il est tout à fait logique que Éric Ciotti puisse, avec nous et sûrement avec d'autres, diriger et opérationnellement avoir sa place. C'est une évidence.
Alors 2 semaines de campagne se sont donc écoulées, on les imagine forcément intenses. Quelle a été votre stratégie et votre programme durant la vingtaine de jours qui a séparé la dissolution du premier tour, Philippe Schreck? Si vous voulez, dans un premier temps, on a tous été happés par cette dissolution du monarque en colère. Ouais. Vous y attendiez un peu? On s'y attendait pas le soir même, pour être parfaitement honnête. On savait que ça allait venir. On savait que ça allait venir à la rentrée à l'occasion des textes budgétaires, mais nous avions conscience qu'il y avait un événement dont plus personne ne parle actuellement, qui sont les Jeux Olympiques. Plus personne n'en parle quasiment, donc on savait très bien qu'on ne pouvait pas faire une dissolution, une recomposition de l'Assemblée nationale quasiment le jour de la cérémonie d'ouverture. C'est quasiment ce qui va se faire. Donc c'est vrai qu'on a ressenti que le monarque était en colère du choix des Français et il a voulu punir les Français finalement en retirant leur poste à leurs députés. Constitutionnellement, c'est ce que nous appelions de nos voeux, mais ceci dit, le timing interroge. Ce qui veut dire que la première semaine, ça a été quasiment une semaine de démarche. On a eu tous beaucoup de mal à trouver des imprimeurs, à faire rédiger les professions de foi, à faire acheminer par les transporteurs en préfecture. Moi, j'habite à peu près à 1h15 de la préfecture en zone rurale. De remobiliser les militants. Certains militants avaient pris des vacances le 5 juillet, ce qu'on peut comprendre, comme beaucoup de fonctionnaires. Emmanuel Macron n'a pas pensé une seule seconde aux fonctionnaires qui vont être mobilisés les 30 juin et les 7 juillet, dont certains avaient pris légitimement des vacances qui ont été annulées. Donc la première semaine, ce fut naturellement une semaine d'organisation, puis ensuite la deuxième semaine, et on l'a fini quasiment, cette deuxième semaine, c'est une semaine de médias, de rencontres naturellement avec les gens. Moi, je suis en Provence, il y a beaucoup de marchés le samedi et le dimanche. Et c'est avec plaisir que j'ai continué, mais je le fais chaque jour, j'allais dire, chaque week-end, à faire 2 marchés le samedi, 2 marchés le dimanche. Mais ça, c'est pas de la campagne, c'est plutôt du plaisir quand même en Provence. On vous envie en tout cas. Vous parliez de vous avez raison. de remobiliser les militants. Il faut aussi remobiliser les électeurs, évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Est-ce qu'on est un peu lassé? Est-ce qu'on est un peu surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils sont... Alors, on sait qu'il y aura beaucoup moins d'abstention cette fois-ci. Plus de 18 points de participation par rapport à 2022. C'est énorme. Donc, il y a quand même une mobilisation, quoi qu'il arrive. Mais vous, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Déjà, on constate un afflux de procuration qui n'existait pas il y a 2 ans. On commence même à avoir du mal à trouver des gens pour porter les procurations. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça, il faut s'en féliciter, que les gens veuillent participer au débat public. Sur le terrain, on a beaucoup de messages d'encouragement et on ressent la colère des gens. Il y a 2 ans, il s'agissait, c'est 2 élections très différentes. Il y a 2 ans, il s'agissait de donner à Emmanuel Macron une opposition pour qu'il n'ait pas tous les pouvoirs. C'est plus du tout le problème maintenant. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, l'objectif des gens, c'est de donner au Rassemblement national une majorité absolue pour empêcher Emmanuel Macron de gouverner jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, c'est ce qu'on entend. D'accord. C'est quasiment l'acte 1 de la destitution. Je veux dire, on le neutralise jusqu'à la fin de son mandat, il faut arrêter. Il a trop mis le pays dans le mur, il a trop divisé les Français, et on a l'impression qu'il adore abîmer les Français. Donc, j'employais le terme de monarque colérique. C'est un électeur qui me l'a soufflé, et ça me paraît pas loin de ce que pensent les gens. Je n'ai pas dit de la réalité, mais de ce que pensent les gens. Alors, amené quasiment à la destitution, il y a quelque chose, une petite musique qui monte sur la démission d'Emmanuel Macron. Alors, ça peut paraître complètement fou, improbable, irréaliste, tout ce qu'on veut. La dissolution, on avait dit la même chose. On ne s'attendait évidemment pas à ce que ça tombe maintenant. On ne s'attendait pas tant que ça à ce qu'il le fasse. Est-ce que vous croyez à une démission? Est-ce que c'est possible? Parce que ce serait une deuxième débâcle. Moi, je suis... Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, ce serait vraiment une deuxième débâcle, là. Il passe vraiment d'un échec à un autre échec. Après, moi, je suis très, très respectueux des élections. Emmanuel Macron a été élu, et de la Constitution. Je veux dire, la démission d'Emmanuel Macron est entre ses mains et entre ses mains à lui seul. Après, moi, je constate que la Ve République, si vous voulez, c'est des disjoncteurs successifs qui permettent d'éviter que l'ensemble saute. Premier disjoncteur, c'est on change de ministre ou de Premier ministre. Deuxième disjoncteur, c'est éventuellement on dissout l'Assemblée nationale. Mais quand tous ces disjoncteurs n'ont pas fait l'effet coupe-feu, le dernier disjoncteur, c'est bien sûr la démission.
Parce que bien finalement Emmanuel Macron, c'est un pompier pyromane. Donc, si on est rattrapé par l'incendie, il faut bien, d'une façon ou d'une autre, éventuellement faire face à ce qui pourrait être une crise de régime. Ouais. Donc, moi, je n'appelle pas à la démission parce que je n'ai pas à le faire. Je suis respectueux des institutions et du vote des Français lors de la dernière présidentielle, même s'il ne m'a pas convenu, mais j'en prends acte et je le respecte. Donc, après, nous verrons. Mais je pense qu'on va arriver dans une période où il faut quand même essayer d'éviter le chaos institutionnel. C'est mieux. Et justement, est-ce que vous redoutez cet après-législative? Alors, chaos institutionnel, je ne sais pas, mais chaos populaire. Il y a des appels aux émeutes, à l'insurrection, il y a des tas d'événements qui pourraient arriver après ces scrutins. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, dont on vous parle, que les gens redoutent? Alors moi, je ne le crains pas, mais on m'en parle. Parce qu'on a vu depuis 3 ans ce que pouvaient être les émeutes et surtout l'incapacité du pouvoir en place à juguler, à prévenir et à gérer ces émeutes, jusqu'à ce qu'il y a peu en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Bon, moi, si le candidat du Front populaire me bat dans ma circonscription du Var, je vais être naturellement un petit peu attristé, même beaucoup, mais je vais rentrer chez moi et prendre acte du choix des gens. En revanche, moi, si je gagne, ce même candidat risque d'appeler ici ou à Paris à l'insurrection. Donc, on n'a pas le même rapport à la démocratie, c'est tout. Alors justement, c'est un appel à la sagesse, quasiment ce que vous venez de faire. C'est pas le cas de tout le monde, puisqu'on va réécouter, je pense que vous l'avez écouté tout à l'heure dans le bulletin d'actualité, Jean-Luc Mélenchon qui réagissait hier au slogan anti-police que l'on voit très régulièrement dans les manifestations de gauche. Je vous propose d'écouter et de réagir juste ensuite. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens, mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. On a le droit de rigoler sur la mort des policiers, Philippe Schreck? Et vous doutez bien de ma réponse. C'est abject. Ouais. Mais Jean-Luc Mélenchon est un homme abject. Ces lieutenants le sont également, car je les ai côtoyés 2 ans à l'Assemblée nationale et j'ai pu voir leurs outrances. Le problème, c'est que ces gens croient à leurs outrances. C'est pas une erreur de langage qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il est trop expérimenté pour la faire, trop préparé pour la faire. C'est le fond de leur pensée. Si vous voulez, ils ne sont pas des révolutionnaires, contrairement à ce qu'ils disent. Ils sont l'ordre du temple solaire. Ils sont adeptes du suicide collectif. C'est ce qu'ils veulent pour notre pays. Ils veulent l'embrasement et la disparition du pays. C'est leur choix, mais il faut le dénoncer. Et je veux dire, quand même, Jean-Luc Mélenchon de dire ça, alors que finalement il est protégé, et c'est bien normal, par des policiers. Oui. Peut-il les regarder aujourd'hui dans les yeux, ces policiers? Mais je veux dire, ces gens sont la LFI, c'est la France infâme, tout simplement. Vous avez effectivement travaillé aux côtés de ces élus de la France insoumise, de la gauche au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale. C'est comment de cohabiter à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, avec l'extrême gauche? C'est, au bout d'un moment, j'allais vous dire, fatigant, parce que vous passez tantôt par la colère, tantôt par... vous êtes désabusé, des fois vous pouvez aussi vous moquer d'eux parce qu'ils enchaînent à la haine, ils alternent la haine et le ridicule. Mais le plus grave là-dessus, c'est qu'ils sont naturellement comme nous, des élus et élus par les Français, donc on peut pas passer cela à côté. Mais le plus grave, c'est que ça empêche finalement de travailler sur le fond. Moi, j'ai déjà voté des amendements LFI parce qu'ils étaient dans le bon sens. Il y en a eu, il n'y a pas de difficulté, notamment sur le pouvoir d'achat. Et ils n'ont, par principe, jamais voté nos amendements, même lorsque nos amendements étaient identiques, parce que des fois, ça arrive au leur. Ouais. Le même amendement, ils votent oui au leur, non au nôtre. Donc, je veux dire, on est dans une situation de blocage permanent, d'insurrection permanente, comme disait le ministre de l'Intérieur, de bordélisation permanente. Je considère qu'ils ne respectent pas leur mandat, ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent rien, ils ne respectent surtout pas les institutions. Alors, on va revenir dans votre circonscription, Philippe Schreck. Quels sont les principaux enjeux, les choses qu'on vous réclame, qu'on vous dit dans votre circonscription? On parle beaucoup d'immigration au national, d'insécurité. Est-ce que c'est le cas aussi dans votre circonscription? Alors, nous commençons effectivement à avoir des thèmes d'insécurité locale,
avec dans cette belle ville de Provence qui est Draguignan, qui est la ville centre et pivot de cette circo, des problèmes de trafic, des problèmes de coups de feu en plein jour. On a eu ça il y a pas longtemps. Donc ça commence, vraiment, les gens commencent à toucher ça dans leur quotidien et non plus à travers les chaînes d'information continues. On a un deuxième vrai sujet qui est quasi, comme toute la ruralité en France, les problèmes d'accès aux soins. Nous sommes un quasi-désert médical et les gens ont énormément de difficultés à trouver un généraliste, un examen, une IRM, un parcours de soins, des transports pour être soignés. Ça, c'est très, très prégnant. Et comme nous sommes dans l'arc méditerranéen, les problématiques liées à l'environnement et à l'eau, et à la pénurie en eau, sont présentes. Moins cette année en raison du climat, mais on a connu des restrictions fort importantes en 2022 et surtout en 2023. Donc, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Alors, vous parliez de Draguignan. Il y a un an, vous me direz, ça n'a rien à voir, mais il y a un an, vous vous souvenez certainement de cette histoire de Naël qui a été tué dans le cadre d'un acte de légitime défense par un policier. Demain devrait avoir lieu une marche blanche organisée par la mère de Naël et donc des tas de rassemblements en France. Est-ce que Draguignan est une cible, enfin une ville en tout cas dans laquelle il y a eu des émeutes il y a un an? Est-ce que vous craignez éventuellement ce genre d'événement ou pas? Non, on n'a pas eu d'émeutes, on n'a pas eu de manifestations violentes. Bon, pour l'instant, les gens, lorsqu'il y a un appel de ce genre, défilent, font état de leurs préoccupations, même si je suis pas forcément d'accord avec eux, mais pour l'instant, les choses se sont toujours passées de façon calme et républicaine. Il faut le dire. Quand les choses se passent bien, alors il faut le dire. Hein. Oui, bien sûr, vous avez raison. Voilà. Philippe Schreck, à l'Assemblée nationale, vous étiez notamment coprésident du groupe d'études prison et conditions carcérales. La justice, c'est l'une de vos problématiques phares. Ce le sera encore lorsque vous serez élu? Eh bien, oui, parce que c'est mon métier et je vis dedans depuis 30 ans, donc c'est très difficile de sortir dans un environnement pareil. Oui, la justice et les questions en eau, je tenterai de conserver ces angles de travail, notamment les prisons, puisqu'il faut quand même dire à vos auditeurs que Dupond-Moretti, qui est en charge des prisons, le ministre de la Justice, a menti aux Français depuis plusieurs années. Il devait construire des prisons. Il ne le fait pas. Il procrastine parce que finalement, c'est pas conforme à son bloc de pensée, c'est pas conforme à sa clientèle, c'est pas conforme à ses électeurs. Donc, il ne le fait pas. Et après se plaint de l'état de nos prisons et de la surpopulation carcérale. Donc je serai à nouveau, j'espère, en coprésidence ou en présidence du groupe d'études de prison, qui est un groupe d'études qui marche bien et qui nous permet d'avoir accès à des vraies informations, notamment par les syndicats pénitentiaires. Écoutez, on l'a compris, ce sera l'un de vos combats de nouveau. Merci beaucoup Philippe Schreck d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député sortant du Rassemblement national, vous êtes candidat à votre réélection dans votre circonscription, la 8e du Var. Bon courage pour ces dernières heures de campagne. Merci. On suivra les résultats évidemment, puis on vous réinvitera très très prochainement. Merci beaucoup Philippe Schreck.